le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bien le bonsoir, c'est l'heure de la page internationale au grand journal de 14h depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlich Dorelas pour la présentation, à Jacques Mel pour présenter ce grand journal, Joël François Smith, Jean-Julien Robbins assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacques Mel. Au Mexique, les migrants haïtiens loin du rêve américain. Des milliers de migrants, pour la plupart haïtiens, se trouvent actuellement bloqués à la frontière sud du Mexique. Ces hommes, ces femmes et ces enfants tentent de trouver refuge aux États-Unis, mais l'administration américaine ne semble pas disposée à les accueillir. Ainsi parler, il faut agir, j'ai d'exclamer le président mexicain. Un message destiné à Joe Biden afin de résoudre cette crise migratoire. Voici un reportage signé TV5 Monde. Ils n'ont pas fermé l'œil de la nuit. La peur de voir surgir les agents de l'immigration. C'est que la rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre. J'ai entendu dire que des patrouilles allaient arriver. Je n'ai pas pu fermer l'œil. S'ils me trouvent, je ne sais pas où j'irai. Comme elle, des centaines d'Haïtiens ont trouvé refuge dans ce parc de la Ciudad Acuña, vaste terrain vague coupé du territoire américain par le Rio Grande. Ces réfugiés évitent de sortir du camp. À tout moment, la police mexicaine qui patrouille dans les rues peut procéder à des arrestations. C'est déjà arrivé une nuit. Eux trouvent un peu de réconfort dans la générosité des habitants qui apportent nourriture, savon, vêtements. Ironie du sort, ceux-ci, usagers, viennent des États-Unis. Donnons un peu de ce que nous avons à nos frères et sœurs haïtiens. Beaucoup ont quitté Haïti il y a des années. Ils ont servi de main-d'œuvre bon marché au Brésil, se sont ensuite tournés vers le Chili à l'économie plus florissante. Puis, il y a eu la pandémie et les difficultés. Alors, ils ont repris leur périple vers les États-Unis, mais ceux qui ont tenté la traversée en reviennent désabusés. Ils nous ont traités comme si nous étions des ordures. Ils ne nous ont rien donné à manger, ni à boire, rien. Les États-Unis, justement. Le président mexicain rappelle qu'ils se sont engagés en début d'année à investir 4 milliards de dollars, 2 pour l'Amérique centrale et 2 pour le Mexique. Mais rien n'est arrivé. Assez de discours. Il faut agir. Les migrants haïtiens racontent chercher une vie meilleure. Si elle se trouve au Mexique, ça leur va. Ils veulent seulement travailler et retrouver la liberté d'exister. Coup de téléphone diplomatique en retour à la normale entre Paris et Washington. Emmanuel Macron et Joe Biden ont fait un premier pas capital pour endiguer la crise diplomatique qui sévit entre les deux pays depuis la rupture du contrat de sous-marin avec Canberra il y a 6 jours. Voici un reportage signé Euronews. 6 jours depuis le début de la crise des sous-marins, et Joe Biden et Emmanuel Macron se sont finalement parlé pendant une demi-heure au téléphone. Ils ont annoncé, je cite, des engagements pour établir une confiance durement éprouvée. Sollicité par Washington, cet entretien fait désormais espérer au président Biden un retour à la normale dans les relations franco-américaines. Les deux dirigeants ont publié une déclaration commune, soigneusement rédigée après ce coup de téléphone, et les deux hommes sont convenus que des consultations ouvertes entre alliés auraient permis d'éviter cette situation. Le président, au cours de cet appel, comme nous l'avons dit dans le communiqué, a reconnu qu'il aurait pu y avoir plus de discussions avant l'annonce. Et c'était un message important pour lui à transmettre au cours de cette conversation. Prochaine étape de cette fin de crise, un tête-à-tête entre les chefs de la diplomatie française et américaine à New York. En tout cas, il faut passer à autre chose, clame Londres. Je pense simplement qu'il est temps pour certains de nos amis les plus chers dans le monde de se reprendre et de souffler. Parce que c'est fondamentalement un grand pas en avant pour la sécurité mondiale, ce pacte AUKUS. Emmanuel Macron et Joe Biden ont décidé, eux, de se retrouver à la fin du mois d'octobre en Europe pour le G20 à Rome. D'ici là, l'ambassadeur de France aux États-Unis regagnera Washington la semaine prochaine pour lancer des consultations et garantir la confiance brisée par l'annonce du pacte AUKUS. À la tribune de l'ONU, le président malgache plaide pour le climat. La tribune de l'ONU, le président malgache plaide pour plus d'efforts en matière de lutte contre le changement climatique.
alors qu'une partie de son pays est confrontée à la sécheresse et à la famine, résultat du dérèglement du climat. Voici un reportage signé Africa News. À la tribune de l'ONU, le président malgache plaide pour plus d'efforts en matière de lutte contre le changement climatique, alors qu'une partie de son pays est confrontée à la sécheresse et à la famine, résultat du dérèglement du climat. Madagascar se trouve victime des conséquences du changement climatique. Les vagues de sécheresse dans le sud se font récurrentes. Les sources d'eau se tarissent et toutes les activités de subsistance deviennent quasi impossibles. Mes compatriotes du Sud endurent le lourd tribut de la crise climatique à laquelle ils n'ont pas participé. Mesdames et messieurs, en matière de lutte climatique, tous ces efforts seront vains si le laxisme dans l'application des mesures de sanctions dans la lutte contre le changement climatique continue. Cette crise nous force donc à changer de paradigme, car si nous n'agissons pas, elle perdurera et s'amplifiera. Outre le changement climatique, la crise sanitaire a aussi eu des conséquences dévastatrices sur le continent et pour le président ghanéen Nana Akufo-Addo, l'impact a été sévère sur l'économie et sur l'emploi. Plus de 30 millions d'Africains sont tombés dans l'extrême pauvreté en 2020 et près de 40 millions pourraient le faire en 2021. L'impact social a été dévastateur. Plus de 103 millions d'emplois africains ont été perdus. Cette année, à cette 76e Assemblée générale de l'ONU, ce sont le climat et la crise sanitaire qui sont au centre des discours et des préoccupations des chefs d'État. En Tunisie, Kais Saied renforce ses pouvoirs. En Tunisie, ces Tunisiens partagent un triste inquiétude. Le président tunisien Kais Saied a formalisé mercredi son coup de force du 25 juillet en promulguant des dispositions exceptionnelles, renforçant ses pouvoirs au détriment du gouvernement et du Parlement, auquel il va de facto se substituer en légiférant par décret. Voici un reportage signé France 24. Un Kais Saied survolté qui promet de prolonger les mesures d'exception. C'était il y a 3 jours, dans le berceau de la révolution tunisienne, Sidi Bouzid. Depuis, le président est passé à l'acte et ses soutiens s'en félicitent. Ce que le président a dit hier m'a rassuré. J'ai une grande confiance en lui et j'espère que notre avenir sera meilleur avec lui. Des Tunisiens pour beaucoup excédés par leur classe politique et qui réclament du changement, même si cela passe par un coup de force présidentiel. Désormais, Kais Saied peut gouverner par décret, remplaçant de facto le Parlement qui reste suspendu jusqu'à nouvel ordre. Les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires sont dorénavant entre ses mains. Un tournant, selon cet analyste politique. Le président est en train de remodeler la scène politique tunisienne. On peut s'attendre à une nouvelle constitution dans les jours et les semaines à venir. Il a annoncé qu'il allait changer la loi électorale. Et le but de ce changement, c'est de réduire le rôle des partis politiques au profit des individualités. Un changement opéré il y a déjà 2 mois lorsque Kais Saied a limogé le Premier ministre et suspendu le Parlement pour s'arroger les quasi-pleins pouvoirs. Certains représentants de la société civile parlent d'un recul clair et net des libertés en Tunisie. Même inquiétude sur les réseaux sociaux. Saied ne fait pas preuve de courage politique en refusant le dialogue, en posant seul les règles, en verrouillant ses décisions et en réfutant toute contestation. Les mesures d'exception édictées par simple décret unilatéral ont opéré un renversement de l'ordre constitutionnel et une nouvelle organisation des pouvoirs publics. Un nouveau système politique que beaucoup rejettent dans le pays. Ce jeudi, 4 partis tunisiens appellent à mettre fin à ce qu'ils appellent un coup d'État. Pour eux, le président tunisien a perdu sa légitimité. Le dossier haïtien continue de faire la manchette de l'actualité. Migrants bloqués à la frontière Mexique-États-Unis. Le décryptage du politologue Jacques Nessy qui a été sur RT ce matin. Écoutons un extrait. Bonjour Jacques Nessy, merci de répondre à nos questions. Démission cet après-midi de l'émissaire américain en Haïti. Il dénonce les expulsions, je cite, inhumaines de migrants. Quelles conséquences cette démission peut-elle avoir? Est-ce que ça peut inciter Joe Biden à agir davantage? Je pense que cette décision peut avoir un double effet. Le premier effet, c'est le désengagement quasiment des États-Unis d'Amérique par rapport à la politique haïtienne. On sait très bien que Haïti traverse une crise politique assez longue bien avant
bien avant l'assassinat de Jovenel Moïse, et que la mission de cet envoyé spécial était d'apaiser la situation et de trouver une issue favorable à travers un compromis entre les différentes forces partisanes et la société civile en Haïti. Mais sa démission ne s'explique pas seulement par la crise migratoire, elle s'explique aussi par les difficultés de M. Foote dans sa mission avec l'ambassadrice américaine en Haïti qui, elle, est considérée comme étant une proconsul qui agit, qui agit de façon pleine et entière, c'est-à-dire comme étant la présidente de l'État haïtien. Alors on voit bien qu'il s'agit d'un conflit, sans doute que Daniel Foote n'arrive pas, d'un rapport de force que Daniel Foote a perdu avec l'ambassadrice américaine. Mais maintenant, pour venir à la crise migratoire haïtienne, il faut dire que c'est un vieux serpent de mer. La question migratoire haïtienne, ça a toujours marqué les relations bilatérales entre Haïti et les États-Unis d'Amérique, parce qu'il faut le rappeler. Quelles sont les relations entre les États-Unis et Haïti ? Eh bien, c'est une relation qui remonte au XIXe siècle, quand Haïti, d'ailleurs, a eu son indépendance en 1804. D'ailleurs, Haïti a même participé à l'indépendance américaine, quand Haïti fut appelé Saint-Domingue, en envoyant des généraux militaires à Savada. Et puis, en 1850, Pétion a eu des relations militaires avec les États-Unis d'Amérique, puisqu'en 1812, Pétion avait même envoyé 150 soldats américains pour aider les États-Unis d'Amérique à consolider leur indépendance. C'est dire qu'il y a des relations lointaines et que par la suite, en 1915, les États-Unis d'Amérique ont souhaité montrer que l'Amérique est donc l'arrière-coup des États-Unis d'Amérique, et ils ont inventé cette doctrine de Monroe, l'Amérique aux Américains, et ils sont intervenus en Haïti en 1915, mais avant, ils sont intervenus dans les zones, dans les mers haïtiennes, 15 fois au XIXe siècle, et puis en 1994, les États-Unis sont intervenus. Et avec tout ce qui se passe à la frontière américano-mexicaine, ça veut dire que tout ce que vous énumérez là, c'est oublié ? Ah non, c'est pas oublié, c'est pour souligner que la migration haïtienne aux États-Unis d'Amérique a toujours été une politique, a toujours marqué les relations bilatérales entre les États. D'ailleurs, quand Bill Clinton est intervenu en Haïti en 1994, et l'un des objectifs de sa mission était d'endiguer le flux des migrants qui pourraient envahir les États-Unis d'Amérique. Donc, mais il faut le remarquer aussi, c'est l'échec de la politique américaine vis-à-vis d'Haïti. C'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique n'ont jamais engagé un plan de reconstruction économique d'Haïti. Certes, ils ont investi à travers l'USAID des aides, on veut dire, sous forme de saupoudrage, mais il n'y a pas un projet phare qui permette aux Haïtiens de vivre de façon décente en Haïti et de renoncer à tout projet d'émigrer aux États-Unis d'Amérique. Et comment est-ce que la politique migratoire là, de Joe Biden, elle est perçue en Haïti en ce moment ? Eh bien, les Haïtiens pensaient que Joe Biden allait rompre avec la politique de son prédécesseur Donald Trump, puisque Joe Biden avait rencontré la communauté haïtienne lors de sa campagne électorale pour s'engager, pour faire des promesses. Certes, il a octroyé le titre de résidence provisoire, le TPS, à certains Haïtiens, mais il y en a d'autres qui ont considéré comme étant un appel d'air. Et donc, tous ceux qui étaient au Chili, qui étaient au Brésil, ont donc vendu armes et bagages et sont donc entrés aux États-Unis pensant que la politique de Biden allait être plus humaine à leur égard. Mais ils se sont trompés puisqu'ils se sont rendus compte que l'accueil n'a pas été du tout favorable. Et quelle solution, alors selon vous, à la fois pour que la situation se décante à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, mais aussi pour que la situation s'améliore pour les Haïtiens en Haïti, où perdure l'insécurité, l'instabilité politique, l'insalubrité après les récentes catastrophes naturelles, ouragans ou séismes? Oui, la première solution qu'on pourrait envisager, c'était d'envisager un moratoire, c'est-à-dire d'examiner au cas par cas certaines situations et aussi d'appliquer un traitement humain à ces migrants haïtiens et de voir dans quelle mesure on pourrait accorder à certains d'entre eux le titre de résidence ne serait que résident provisoire. Et puis, en même temps, de travailler avec les partenaires haïtiens locaux, de trouver une solution définitive à la crise haïtienne. Parce que la crise haïtienne, il faut le remarquer, c'est une crise marquée par l'absence de sécurité,
le désengagement total en termes d'investissement, et puis la fuite, non seulement la fuite des cerveaux, mais la fuite des investisseurs, parce que la situation haïtienne aujourd'hui, elle est intenable, puisque ce sont les gangs armés, les seigneurs de guerre, les entrepreneurs de violence, qui règnent en toute impunité et en maître sur tout le périmètre de la capitale, sur tout le périmètre de l'Ouest, et certains départements sont même considérés inaccessibles. On peut se demander pourquoi les États-Unis n'apportent pas une aide technique aux autorités haïtiennes en vue de sévir contre ces gangs. Alors, donc, deux choses. Il faut examiner au cas par cas la situation des demandeurs d'asile aux États-Unis d'Amérique. Tous ceux qui entrent, et ils sont nombreux de plus en plus à entrer massivement au Texas, et de l'autre, faire en sorte que la situation politique haïtienne trouve une solution rapide, c'est-à-dire par améliorer l'environnement politique, organiser de nouvelles élections et renforcer les institutions. Merci Jacques Nézy d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes politologue et membre du laboratoire caribéen de sciences sociales. Vous êtes spécialiste évidemment d'Haïti. À l'instant même où je vous parle, il y a 5000 immigrants sous le pont de Del Rio à Texas. Les agents de l'immigration de Del Rio ont stoppé de patrouiller avec les chevaux. Eh bien, à l'instant même où je vous parle, information de dernière heure. C'est la fin de la page internationale pour aujourd'hui. Présentation Erlich Dorelas, production Ed Prod, réalisation Télébelta pour le compte de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. Température sur Boston pour ce aujourd'hui, 80 degrés Fahrenheit, 27 degrés Celsius. À Jacmel, 86 degrés Fahrenheit, 30 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Smith, Jean-Julien, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent jeudi accompagné de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.